podcast agricole du Québec avec Christian Dionne. Hey, hey! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le premier live sur l'état des cultures organisé par Jean-Philippe Boucher et toute son équipe. Un gros merci à tout le monde d'être présent. Merci à Jean-Philippe d'être là, Alexandre, Jean-François Follet, Cynthia Lajoie et Martin Lamy. Donc, bonjour, Jean-Philippe, je vais te laisser la parole. Tu vas nous expliquer l'état des cultures, d'où est venue l'idée et comment ça marche. Merci Christian, premièrement, de nous recevoir aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir. Donc, l'État des cultures vient c'est un spin-off, si on veut, de la Tournée des grandes cultures, qui est un événement qu'on organise depuis 2014, en fin de saison, donc à la fin du mois d'août, juste avant Expo Champs. Ce qu'on a réalisé, c'est que de juste faire un survol à la fin du mois d'août n'était pas nécessairement suffisant pour avoir une lecture complète de l'ensemble de la saison et aussi avoir quelque chose de plus dynamique tout au long de la saison. Donc, il y a 3 ans, on a commencé par faire des petits tests par courriel pour voir si on était capable de ramasser l'information. Oui, c'est correct, Christian. Ça va, Christian? La crevaison est réglée. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a 3 ans, dans le fond, on a fait un premier test. C'était quand même concluant. Puis la deuxième année, on a décidé de foncer puis de partir de l'État des cultures à l'aide, dans le fond, de l'application mobile. Donc, c'est vraiment un formulaire qui n'est pas très long à remplir. Là. Tout le monde le fait autour de la table, puis vraiment quelque chose qui se fait bien. Donc, l'idée, c'est qu'à chaque semaine, on va sonder, dans le fond, l'ensemble des participants. Tout le monde peut participer, que ce soit des producteurs agricoles, des intervenants agricoles, etc. Donc, tous les gens qui sont en mesure d'observer les champs, de comprendre ce qui se passe un petit peu, peuvent participer. Et donc, tout ce qu'il faut faire, c'est télécharger l'application mobile de GrainWiz qui est disponible à App Store ou c'est Google Play. Moi, je ne connais pas trop ça, les affaires d'Android. Et donc, c'est ça, on télécharge ça et à partir de là, on a simplement à s'inscrire. Il y a une période de 24 à 48 heures pour approuver. On vérifie que les participants ne sont pas des spams, on va le dire comme ça. Et à partir de là, vous participez. Et c'est important, je le rappelle tout le temps aux gens, l'idée, c'est de participer quand on peut. Le formulaire est vraiment pas long à remplir. Là. Vous pouvez tous me le confirmer, ceux qui sont autour de la table. Mais remplir ça, c'est quoi? C'est 30 secondes, 60 secondes. Là. C'est genre 1 minute, là. C'est pas plus. C'est ça. Mais encore là, l'idée, c'est pas de devenir fou. Il faut que les gens comprennent que, exemple, vous êtes parti en vacances sur le bord de la plage, etc. Vous n'avez pas le temps de remplir, vous n'avez pas le goût de remplir, c'est pas grave. Là. L'idée, c'est plus on est à remplir de façon régulière le rapport, le plus qu'on a des résultats qui sont pertinents, qui sont le fun pour tout le monde. Donc, une fois que les résultats sont collectés, à chaque semaine, on termine le sondage le jeudi. Donc là, on va ramasser l'ensemble de ces données et les données sont publiées sur le site de GrainWiz, le site du bulletin, puis éventuellement, on aimerait ça que ça soit publié sur davantage de sites. Là, on travaille là-dessus présentement. Donc voilà. Donc ça fait un peu un résumé de l'ensemble de la chose. Je ne pense pas avoir oublié trop d'informations. Y a-t-il des commentaires par rapport à ça? Mes super partenaires. C'est correct. On va faire un petit tour de table pour que chacun se présente. Donc, on va commencer avec Alexandre. Oui, bonjour, Alexandre Couture. Je représente Agro Services à Couture. J'opère une compagnie de services conseils au centre du Québec spécialisée en grande culture. Puis, je suis représentant des semences Pioneer là, aux alentours de la région de Nicolette. Jean-François. Oui, salut, Jean-François Follet, agronome pour Semences Pride. Moi, je viens de faire mon 3e printemps pour Pride. Donc, moi, je suis responsable du développement agronomie pour la Montérégie Ouest, là, dans la province de Québec. Merci beaucoup. Cynthia. Oui, donc Cynthia Lajoie, moi, je suis agronome pour les semences Pioneer. Donc, je m'occupe du support agronomique là, pour, disons, l'ouest de la province. Good, merci beaucoup. Martin. Martin Lamy, producteur laitier et de grains à Yamachiche en Mauricie. Culture principale, maïs, soya et cette année avoine et avec le foin, évidemment, pour le troupeau laitier. Tu me dis de quoi? T'as-tu passé une fois dans un podcast, me semble? Ça se peut. Il n'y a pas longtemps, pas de ça, là.
Ma douce voix doit vous rappeler des souvenirs. Ben oui, on avait enregistré à Cabane à sucre. Bon, hey, justement, on va faire, avec l'État des cultures, on va faire un résumé du mois de mai. Ah ben, on peut même commencer au mois d'avril parce que des semis ont commencé au mois d'avril. On parlait de l'état des semis, comment ça a été, comment ça a évolué, puis comment c'est rendu jusqu'à peu près au 31 mai. On va faire un petit tour de table là-dessus. On va commencer avec Martin, toi. Oui, nous autres, je suis encore là, moi, l'écran est gelé. Oui, tu es encore là. OK. Bon, ouais, en mois d'avril, nous autres, c'était tranquille, un peu de fumier, mais sans plus. Début mai, on a fait l'avoine, le maïs pendant la période sec, là, aller jusqu'au 15 de mai. Là, on est capable de faire tout notre fumier et semer le maïs. Après ça s'est compliqué un petit peu beaucoup pour faire le soya. Là. Ça a été le fumier au travers des averses. Puis le soya, on a commencé là, seulement le début juin, puis on a fini là, lundi dernier. OK, il a mouillé pas mal dans ton coin. Oui, puis il n'y a plus, là, même aujourd'hui, là, ben, cette nuit, là, il n'y a plus encore pas mal. Là, fait que, disons que ben, baisseur, là, même si c'est semé, là, il ne poussera pas grand-chose. Là. Oh, OK. Jean-François. Oui, ben moi, au niveau avril, moi, dans mon secteur maïs, soya, il ne s'est pas passé grand-chose. On peut même dire pas mal à rien. C'est vraiment au mois de mai qu'on a vu l'action commencer. On pensait, on commence à être nerveux, nous, de notre côté, point de vue, les gars vont-tu rester dans le maïs, ils vont-tu switcher dans le soya, parce qu'on est un petit peu plus tard que l'année passée. Mais on tombe quand même dans une année, on peut dire, normale, un petit peu plus tardif là, que la vraie normale, on peut dire, mais en tout cas, en général, ça s'est bien passé. On a vu un petit peu de pluie dans la province, le 4-5 de mai. Il y a beaucoup de champs qui ont été semés à partir du 8, 9, 10, 11 de mai. Je pense qu'il y a une grosse majorité de la province qui s'est semée, en tout cas de mon territoire, qui s'est semée dans cette période-là. Puis après ça, on a vu une pluie arriver le 16 de mai, parce qu'entre le 10 et le 16, il n'y a pas eu de pluie, on peut dire. En tout cas, j'ai vérifié sur les données d'Agrométéo, là, puis il n'y a pas eu de pluie à peu près nulle part, en tout cas, partout ce que j'ai regardé, les 13 stations que j'ai regardées. Ce qui fait en sorte que les producteurs qui ont semé, en général, on a semé quand même dans très bonnes conditions. La fraîche était là. C'est juste que ceux qui ont semé pas tout à fait assez creux. On dit tout le temps que c'est 1,5 pouce minimum jusqu'à 2 pouces, 2 pouces et quart, 2 pouces et demi. Ben, ceux qui tiraient sur le 1,5 pouce et qui étaient dans la fraîche, là, c'était correct au début, sauf qu'il n'a pas mouillé pendant 5-6 jours après ça. Fait que ce qui était dans 1,5 pouce, 1 pouce et quart, oui, c'était dans la fraîche au début, mais on dirait que ça a séché cette petite couche-là parce que ce qui était semé un peu plus creux dans le même champ, ça a tout levé bien égal, mais ce qui était semé juste un quart de pouce plus en surface, ça a pris plus de temps à lever. Fait que moi, c'est ce que j'ai remarqué dans plusieurs situations. C'est sûr, ceux qui ont travaillé le sol aussi, puis ça fait un peu de la bonne motte, finalement. Oui, on peut la profondeur de semis souvent est adéquate, 1,5 pouce, 2 pouces, mais sauf que dans la motte, l'humidité, elle ne reste pas. Hein? Fait que ça fait des levées inégales dans quelques cas. Fait que si tu veux qu'on arrête pour le mois de mai, il faudrait que j'arrête là parce que j'ai vu d'autres choses dernièrement, même aujourd'hui. Bon, on gardera ça pour un prochain podcast si tu veux. Oui, non, on va se concentrer juste pour le mois de mai. En passant, pour les auditeurs, si vous avez des questions à poser, écrivez-les en commentaire en dessous, puis nous autres, ça va apparaître dans notre stream. Donc, gênez-vous pas. Puis même là, écrivez donc bonjour, quelque chose de même, rien que pour être sûr que ça marche, là, parce que j'ai pas rien vu passer. J'ai un petit message rouge en bas, puis je ne sais pas c'est quoi, là. Hey, on va continuer avec Cynthia, dans ton coin. Toi, t'es dans le coin. T'as pas, Christian, t'es-tu en train de dire qu'on enregistre dans le vide, là? Non. Il y a un petit flash en bas qui dit... Non, j'ai eu un message, quelqu'un m'a vu prendre une gorgée de bière, ça marche. Ah, OK. Ouais, le message, tu l'as eu en privé, Alex. Oui. Il n'était pas pour tout le monde. OK. Cynthia, t'es dans quel coin que tu es présentement, toi? Ben, moi, je demeure à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais comme je disais tantôt, je couvre vraiment toute la portion ouest du Québec, fait qu'essentiellement la Montérégie. Fait que c'est sûr que mes commentaires, ça reflète beaucoup la situation, là, disons, de cette grande région-là.
Je pense que, tu sais, on peut essayer de chercher des bébites, là, mais tu sais, d'emblée, je pense qu'on peut dire que ça a été un printemps relativement exceptionnel. On a connu des conditions de semis que ça faisait vraiment longtemps là, qu'on avait connu, vraiment une belle longue période. Fait que de mon côté, si je regarde de façon générale, je pense qu'après la fameuse période de semis, là, la semaine du 9 environ, là, on avait une très grande proportion du maïs qui avait été semé. On avait quand même des bonnes proportions aussi au niveau de soya. Là. Fait que les semis étaient déjà avancés. Donc, évidemment, après ça, il est venu un peu de pluie, ça a ralenti les travaux. Fait qu'il y a du soya qui s'est fait par la suite, ça l'a tiré un peu plus, mais je pense que de façon générale, autant le maïs que le soya a été semé là, dans des dates très convenables. Puis, en tout cas, on va probablement en parler tantôt, là, mais je pense que de façon générale, là, oui, il y a des petites choses à gauche et à droite, mais on a une qualité d'émergence que ça faisait longtemps là, qu'on avait vu dans l'ensemble là, des champs. Oui, on a eu un beau printemps. On a eu des conditions de semis, en tout cas, pour ma part, vraiment incroyables. Alex? Oui, de notre côté, moi, je représente le Centre du Québec autour de Nicolet. Nous, ça a commencé quelques producteurs la fin de semaine du 1er mai. Fait que ça a commencé cette journée-là. Le sol était froid, on était à 6-7 degrés Celsius, mais il a commencé à se semer du maïs dans des belles conditions à ce moment-là. Mais après ça, la grosse vague, évidemment, a recommencé le 6, 7, 8 mai là, pour la semaine qui vient. Conditions de semis étaient super. On a quand même des longs argileux et de l'argile dans plusieurs endroits dans mon territoire. Puis, tu sais, les semences, ça commence à l'automne précédent aussi. Là. Puis l'automne passé, on a réussi à faire des travaux d'automne dans des super conditions. Je n'ai jamais vu autant de sol travaillé à l'automne que l'automne dernier. Fait que ça a permis vraiment de soulever les mottes. Pendant l'hiver, on a une belle hiver qui a fait éclater l'argile. Fait que l'argile se travaillait à merveille. S'il y avait un petit défaut ce printemps, c'est on a eu des bons rendements de maïs l'année passée. Ça a laissé passablement de coton à la surface. On dirait que les cotons de maïs ne se sont pas vraiment décomposés. C'était vraiment difficile avec les semoirs. Si tu n'avais pas passé un rouleau avant, ça avait vraiment tendance à bourrer. Je ne sais pas pourquoi les cotons n'éclataient pas. Ils restaient très fibreux. C'est sûr qu'on a de la génétique de plus en plus de maïs qui reste vivante longtemps l'automne. Fait que ça permet de garder des cotons intégrales l'année d'après. Là. Fait qu'en gros, c'est ça. Les levées super belles, peut-être à 90-95 %. Les grains qui n'ont pas levé, ben, tu pouvais les retrouver. La plupart du temps, c'était des tire-bouchons. Probablement causés d'une température très froide là, qu'on a eue dans la deuxième moitié du mois de mai, avant l'émergence du maïs, qui a fait que la plantule qui n'était pas sortie, ben, elle cherche la chaleur. La chaleur était plus en profondeur qu'à la surface. Là, fait que ça a eu tendance à virer un peu pour les maïs qui ont sorti plus tard. Profondeur de semis, il ne fallait jamais aller en bas de 2 pouces. Là. C'était entre 2 pouces, 2 pouces et demi pour aller avoir une levée qui était vraiment uniforme. Mais juste avant les pluies, pour le soya, il aurait peut-être fallu relever un peu. On est resté dans du 1 pouce et demi parce que c'était sec, 1 pouce 3/4. Mais il y a des soyas qui ont peut-être eu de la misère un petit peu à sortir. Ça a été plus long. Il aurait peut-être fallu ramener ça à 1 pouce, 1 pouce et quart, l'avoir su qui mouillerait beaucoup comme ça puis qu'on aurait des températures plus fraîches. Mais en général, moi aussi, comme Cynthia disait, là, ça fait depuis que je travaille, je pense que je n'ai jamais vu des aussi belles levées, aussi égales que ça. Pour le mois de juin, on s'en reparlera là, cette semaine. On a des belles observations. Tu sais, regarde, comme moi, j'ai semé mon soya en semi direct à 2 pouces. Parce que, justement, Météo Média annonçait de la pluie, puis j'ai dit, ouais, ils vont bien se tromper comme d'habitude. Finalement, c'est rare, mais ils ont misé juste. Mais, c'est rare. C'est rare. Mais là, le soya, écoute, ça a bien levé partout. J'ai eu aucun problème de levée. Tu sais, les conditions de semis en semi-direct étaient incroyablement belles. J'avais rarement vu ça. Même, je travaille un petit peu. Tu sais, je ne fais pas tout du semi-direct dans le maïs. Donne un coup d'air, ça va. Les conditions étaient incroyables. Là, j'avais vraiment pogné mon 2 pouces cette année. On a changé la méthode de prendre la mesure. Alex, il est venu avec moi pour être sûr que je ne me trompe pas. Puis le maïs a levé égal partout. Il est amené jusqu'à là, en tout cas, il est ça à coche. Vraiment ça à coche. Ah ouais, on a joué avec les tasses résidus, on les a relevés un peu, baissé à profondeur. Fait que là, ça avait de l'allure.
Ouais, puis même dans le soya, quand j'ai fait mon soya en semi-direct, les tasses résidus ont resté complètement en l'air et ça n'a même pas travaillé du printemps. Finalement, ça n'a rien changé. Qu'il y ait des résidus ou pas, aucun problème, ça a levé. Le soya, il est tout levé pareil. Jean-Philippe, en arrière de ta maison, il y a quelqu'un qui a semé du maïs. Ça ressemble à quoi? Un champ de pissenlit, honnêtement. Je veux dire, c'est juste du pissenlit juste à côté de moi, là. Dans le fond, il vient d'émerger. Je l'ai checké il y a 2 jours, il est sorti. Mais honnêtement, c'est ça. J'imagine que ça va être du Roundup, je ne sais pas trop. Mais il y a vraiment beaucoup de mauvaises herbes. Juste pour vous situer, moi, j'habite dans le coin de Québec, là, j'habite à Saint-Augustin. Fait que ma maison est juste sur le bord d'un champ, dans le fond. Fait que j'étudie à chaque année ça. Moi, les gens qui me connaissent savaient très bien que je ne travaille pas beaucoup sur le terrain en tant que tel, comme tous les gens qui sont là ce soir. Mais j'ai la chance de quand même observer à chaque année. Fait que c'est ma première année en maïs, moi. Fait que là, j'étudie la chose. Mais moi, j'avais une question pour tout le monde parce que, tu sais, veux pas, moi, je reçois toutes les semaines, grâce à tous les participants, un paquet d'informations, un paquet de commentaires, le fun d'ailleurs, qui m'aident à beaucoup mieux comprendre ce qui se passe sur le terrain. Il y a 2, 3 choses. Un, vous me dites que, bon, vous avez eu une super belle année cette année, là, tu sais, une belle plage pour semer dans les temps, une belle émergence en général. Il y a 2 choses. La première, les coups d'eau qu'on a eus au mois de mai, parce que, tu sais, on s'entend, je ne sais pas dans votre coin, mais moi, dans le coin de Québec, quand les bourrasques sont passées, tu sais, ça a pas mal tout arraché au passage, là. Puis, là, de la façon dont, tu sais, je vous écoute parler, on dirait que ça n'a pas fait trop de dommages. Est-ce que je me trompe ou... Non, tu ne te trompes pas, dans le fond. Oui, il y a eu des bonnes bourrasques de vent. Il a tombé de la grêle par petits endroits, de l'eau, mais pas de déluge. Tu sais, ce qu'on n'aime pas, là, c'est d'avoir 3-4 jours là, avec 50 mm par jour qui finit par amener ton sol à saturation, puis qu'après ça, ça fait des lacs. Puis là, que tes lacs durent pendant 2-3 jours, c'est ça qui vient nuire au maïs. Mais là, c'est un petit coup d'eau. Il ne mouillait pas le lendemain, ça avait le temps d'absorber. Fait que, tu voyais rarement de l'eau entre les rangs ou qui pouvait vraiment noyer la culture. Fait que le maïs a juste continué. Le pire problème, c'est le temps plus froid, là, de la pluie combinée à des nuits en bas de 10 degrés. Ben, là, c'est ça qui met le maïs sur le break. Là. Mais pour le reste, là, moi, j'appelle ça parfait ce qu'on a eu comme eau. Là. J'aurais aimé avoir un peu plus de chaleur, mais pour l'eau, c'était bien correct. Même le seul bémol... vas-y. Vas-y, Cynthia, vas-y. Ben, la seule chose, de mon côté, au niveau des coups d'eau, effectivement, là, comme Alexandre a dit, ça n'a pas été, on n'a pas eu de l'eau que cette année-là. Par contre, on a eu des gros coups d'eau rapidement. Puis, pour les sols qui sont sensibles à l'abattage, surtout dans le soya, que ça a été problématique, là. Puis, je pense que Alexandre qui disait ça tantôt, on a eu tendance peut-être à semer le soya un petit peu trop creux. Fait que on a eu certaines régions là, que ça a été vraiment problématique. Là, le soya, en partant, il était creux, puis là, c'était vraiment massé en surface. Fait qu'on a eu des émergences qui étaient plus difficiles dans certaines régions. On a des populations là, qui sont vraiment plus basses à cause de ça. De mon côté, c'est le seul impact, je pourrais dire, là, des pluies qu'on a connues. Les cultures ont commencé déjà avec un bon point. Les conditions de semis étaient super belles. Quand tu semes après ces coups d'eau, là, tes conditions de semis se dégradent, là, ça lève moins bien, là, les problèmes s'ensuivent, là, ça coupe le rendement. Mais tu sais, venir jusqu'à date, là, moi, en tout cas, de mon côté, je suis pas mal moins inquiète. Avec les conditions de semis qu'on a eues, pour le reste, je suis pas mal moins inquiète. Moi, j'aimerais ça entendre Jean-François aussi, puis Martin Lahain sur ce sujet-là, mais j'ai entendu parler de croûtage. Il y a des gens qui me faisaient mention du croûtage, puis je pense qu'au final, que ce soit le soya ou le maïs, ça finit par passer pareil au travers. Est-ce que c'est vraiment un problème, le croûtage? C'est pas un problème en tant que tel, selon vous? C'est ça que j'essayais d'exprimer. Peut-être que ça n'a pas été clair. Mais okay, dans le fond, c'est bon. Ce que je veux dire, c'est ça que ça l'a fait. Puis malheureusement, ce qui s'est produit, c'est que souvent, dans le maïs, ça n'a pas été très problématique parce qu'on dirait qu'on était déjà dépassé. Puis le maïs, ça nous donne plus de flexibilité, là. Mais c'était problématique dans le soya parce qu'on était rendu au stade crochet, puis le soya était vraiment proche de la surface. Fait que là, c'est vraiment difficile, là. Les producteurs disent « est-ce que je passe la picoteuse? Qu'est-ce que je fais? » Mais on était vraiment à un stade que ça devient difficile là, d'aller faire des interventions. Fait que c'est pour ça que ça a été vraiment cette culture-là qui
qui a été plus affecté, là. OK, intéressant. Martin? Ouais, pour le maïs qui a été semé avant le 15 de mai, moi, je ne vois pas de problème. Là, tout a de l'air beau, le côté maïs. Puis le soya qui a été semé là, début juin, dans des conditions, on a forcé là, à cause de la date. Là. J'ai hâte de voir, mais que ça sorte de terre. Là. Ça, c'était plus. C'est limite. Pour chez nous, là, c'est limite. Là, pour le... Tu n'as pas eu de problème de croûtage? Ou de... Non, parce qu'on l'a cassé, on a retravaillé le sol. Le sol n'était pas travaillé avant de semer, fait on a cassé la croûte avant de semer le soya. Mais il n'a pas été semé dans des conditions idéales, ça c'est certain par rapport au maïs qui avait été fait lui, au milieu mai. Puis avant de passer à Jean-François, j'aimerais rajouter une dimension aussi qui est un défi que moi j'ai, parce que là, vous représentez vos régions, quoique il y en a certains d'entre vous qui trouvent quand même des bonnes superficies. Là. Mais tu sais, dans le fond, on recueille de l'information sur l'état des cultures vraiment pratiquement de l'Outaouais jusque dans le coin de Montmagny. Là, il y a des gens qui participent. Puis c'est là que je me questionne des fois. C'est pour ça qu'il va falloir essayer de trouver aussi d'autres personnes pour participer avec nous. Parce que moi, dans le coin de Québec, honnêtement, si je regarde mon fameux champ à côté de chez nous, là il y en a de l'eau qui est installée là depuis une couple de jours. Là. C'est une baisseur, là, on s'entend. Je ne pense pas que ça affecte énormément le champ. Mais mon point étant, je ne suis pas sûr à quel point c'était uniforme dans l'ensemble du Québec, comment les précipitations ont été aussi. De ce que je regardais, j'ai l'impression qu'il y a eu moins de précipitations plus tu vas vers l'ouest. Alors que moi, dans le coin de Québec, honnêtement, puis même sur mon terrain, l'eau, elle s'est accumulée quand même pas mal, puis non, elle ne descend pas si vite que ça. Fait que je ne suis pas sûr non plus que ça soit si uniforme que ça d'une région à l'autre. Mais c'est ma perception, peut-être que vous pouvez me corriger là-dessus. Là. Non, effectivement. Puis au Lac-Saint-Jean, je pense que ça a été vraiment problématique. Là. Notre collègue qui est là-bas ne sont plus capables de semer. Là. Tu vois, les champs, présentement, ils abandonnent. Là. Il n'y a plus de soya qui peut se semer. Les semences redescendent, ça va virer en sarrasin, là, le reste des terres qui ne sont pas semées. Là. Il y a quand même des bonnes superficies de pas semer au lac. Là. Puis ce qui a été semé dans des conditions juste correctes. Là. Très, très limite. OK. Aïe aïe. Oui. Autant que l'année passée, il y avait semé vraiment début mai, ça avait été des superbes conditions. On a vu des 12 tonnes hectares dans le maïs au lac. Cette année, ça a été vraiment plus compliqué. Là. Ben, je sais qu'au niveau des coups d'eau aussi, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, on a des agents dans la région, notamment de l'ouest de la province, Saint-Anicette. Ils ont eu des bonnes problématiques là-bas parce qu'il y avait quand même des bons coups d'eau suivis de, 2-3 jours, c'était correct, mais juste quand il va rentrer dans le champ, un autre coup d'eau. Fait que dans certains endroits, c'est peut-être localisé, là, mais il y a eu des problèmes à ce niveau-là. Puis après ça, la semaine passée, j'étais dans la région de Plessisville, puis il y avait à peu près le même genre de problématique. Il y avait des coups d'eau pas mal à répétition là, dans le coin de Princeville. Fait que, oui, c'est vrai que d'une région à l'autre, il y a quand même beaucoup de variations. Puis j'étais me promener aussi dans le coin de Rimouski au début de la semaine. Puis, mon Dieu, là-bas, j'ai vu un champ qui avait été semé. Ça fait quoi? Je pense que ça faisait 10 jours qu'il était semé, puis il y avait une petite racine d'un pouce, puis le petit germe tout gêné qui sortait de la semence là, tranquillement. C'est normal pour là-bas. Les gens ne sont pas nerveux, là. Mais c'est différent d'ici. On peut dire, là, c'est le fun à suivre. Oui, ici, en 6 jours, le maïs était sorti dans belle canicule. Ah oui. Là-bas, ça niaise. Là. On voit que c'est pas une région de 3000. Là. C'est vrai qu'on l'a oublié. Hein, moi, je l'ai oublié. En tout cas, cette petite période-là de grosse chaleur quand même intense qui a fait que dans le fond, puis c'était exceptionnel. On s'entend, on n'a jamais ça, des 30 degrés au mois de mai. Là. Fait que tous ceux qui avaient semé avant dans un sol qui était relativement pas trop sec, là, d'après moi, ça a donné un méchant coup. C'est l'impression que j'ai. Là. D'ailleurs, c'est drôle. Ça. Juste pour vous dire, au niveau des données dans l'ensemble qu'on a collectées, si vous avez regardé le rapport là, un petit peu, on était en retard par rapport aux dernières années. Pas en retard de façon générale parce qu'on n'a pas encore assez d'historique avec l'état des cultures, mais c'est l'année où on a semé le plus tardivement jusqu'à présent maïs et soya. Mais dans le cas du maïs, là, ça s'est rattrapé complètement. Les gens ont semé leur maïs, puis on voit que l'émergence avec le coup de chaleur, tout ça, le soya, ça tarde encore un peu là, présentement dans la plupart des régions. Est-ce qu'il y en a dans vos régions que y a des terres qui ne sont pas encore semées? Peux-tu nous en parler, Christian? Oui, mon gars, avec amour. Vas-y donc. J'ai encore une terre qui n'est pas semée, moi, où est-ce que ça inonde, là, ici, à Bétu-Five. Puis, habituellement, quand l'eau n'est pas haute, au mois d'avril, on se dit, yes, sir, on va
pouvoir semer de bonne heure. Là, cette année, il n'y avait quasiment pas d'eau. Fait que là, hey, on va pouvoir semer de bonne heure. Là, quand c'était prêt à aller semer, les terres ont inondé. Mais voyons, qu'est-ce qui s'est passé là? Fait que je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle a inondé tard. Puis l'eau, le niveau s'est maintenu haut longtemps. Et puis, là, j'ai encore 75 arbres là, que je ne peux pas planter. Mais tu sais, si Météo Média avait été un peu plus juste dans leurs prévisions, il annonçait de la pluie mardi. Fait que là, je m'étais dit, ouais, là, il annonce de la pluie. Puis là, lundi, aller arcer, il ne ventait pas. Là, je vais aller arcer. S'il ne vente pas, ça ne séchera pas. Puis demain, il annonce de la pluie, je n'aurai pas le temps de planter. Finalement, il n'a pas mouillé hier. Ben, j'aurais pu le faire finalement, mais tu sais, ils sont tellement on target, là, c'est incroyable. Ils sont aussi précis que les analystes de marché. Ouais, sauf que l'analyse de marché, lui, il n'y a pas des machines qui coûtent bien des millions pour prévoir, là, tu sais. Ouais, tout de même. Tu n'as pas vu mon setup, hein, Christian? Tu n'as pas vu mon setup. Ben, tu parles de tes 2 écrans d'ordinateur qui suivent toutes les pages de Twitter de bien du monde qui suivent les marchés, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Non, c'est une joke. Exactement, je parasite. Mais c'est ça, les terres qui restent à semer, Christian, comme tu disais, c'est vraiment les terres du littoral, là, qui, dans le fond, c'est le niveau du fleuve Saint-Laurent qui gère ces terres-là. Puis ça a été anormalement haut dans les 2 dernières semaines, 3 dernières semaines. Ça a commencé à baisser en fin de semaine passée. C'est un peu particulier, mais toutes ces terres-là, ils sont pas semées. Puis avec la pluie de cette semaine, ils ne seront pas semés avant le début de la semaine prochaine. Fait que ça va être plus difficile. Parce qu'il y en a qui ont eu le temps de semer, mais je veux dire, ils ont eu le temps de semer. Ben, ils ont eu le temps de semer, puis ça l'a inondé par après. Crème, on ne voit jamais ça. Quand on est sûr d'aller semer, l'eau, elle ne remontera pas. Puis si c'est les mers de mai qu'on appelle, souvent, c'est vraiment éphémère. Ça monte, ça descend, c'est pas bien long. Ça peut prendre une couple de jours. Mais là, ça a monté, puis ça s'est maintenu. Trouvais ça pas mal bizarre. Donc là, il y en a un qui m'a dit, trouve-toi un vieux avec de l'arthrite. Les autres, ils ne se tromperont pas. T'as bien raison, Dave. C'est un bon point. C'est un bon point. Là, juste par curiosité aussi, parce que là, on parle des coups d'eau, on parle de conditions. Dans la plupart des cas, parce qu'on s'entend, il y a toujours des cas d'exception un peu partout, mais là, on parle quand même de conditions de début de saison, on va dire pratiquement excellentes. Là. Tout est bien parti, ça s'annonce bien. Mais là, on sent. Et encore une fois, il faut faire attention. On est chacun dans notre région. Mais là, moi, j'ai l'impression qu'il pleut, puis qu'il pleut, puis qu'il pleut. Puis il me semble que la chaleur, elle n'arrive pas si vite que ça. Est-ce que vous pensez que ça peut commencer à affecter la suite des choses, cette situation-là? Ben, parce que là, tu voulais qu'on reste dans le mois de mai, puis là, on parle du mois de juin. On peut déborder un peu. On entend, parce que je trouve que le mois de juin, il y a de quoi. Il n'y a pas grand jour de passé, mais il y a quand même de la matière, parce que là, ce qu'on se retrouve, c'est avec les fameuses nouvelles lois ou les nouvelles normes de l'OAQ et du gouvernement, tout ce qui s'appelle traitement de semences et insecticides. Je ne sais pas si, en tout cas, moi, de mon côté, ce que je commence à voir, c'est les verts fils de fer qui n'étaient pas supposés en avoir là, avec le fameux programme BFF. Où, en tout cas, il faut regarder ça de bien proche parce que ça commence à être problématique à certains endroits. Puis aussi au niveau de la mouche du semis dans le soya, l'utilisation de semences non traitées avec la température qu'on a, l'humidité, etc. En tout cas, c'est des problématiques qu'on commence à voir. Fait que c'est une tendance pour les prochains jours qu'il faut se tenir pas mal proche de nos champs, je pense, personnellement. Oui, tu as bien raison. J'ai fait un post ce matin là-dessus sur Facebook. Moi, j'ai un champ, tu vois, voisin de chez nous, ici de la maison, un champ de 50 acres, un producteur de volailles, pas d'historique de prairie ou d'engrais ou quoi que ce soit, des terres travaillées. J'ai 50 acres à ressemer qui ont été mangés par le ver fil de fer au complet. De la semence pas traitée. Son voisin immédiat avait de la semence traitée insecticide, la même variété. Puis c'est jour pas nuit. Là, la financière est venue voir ça le matin, puis c'est incroyable. Fait que c'est à force d'arrêter d'en mettre des insecticides, puis on a baissé aussi l'intensité des insecticides. Hein. Quand on a passé des néoniques au diamide, on a quand même tombé des insecticides qui sont moins forts un petit peu. Le taupin s'est multiplié. Puis là, on s'aperçoit qu'il va pondre à des endroits qui ne sont pas nécessairement compatible avec l'arbre décisionnel de l'OAQ.
Fait que, C'est ça. Puis il y a de Ça, plus en ça- plus d'utilisation de culture intercalaire, Oui. utilisation de céréales, puis ça. Donc là, c'est toute de la bonne petite bouffe, ça, pour les vers fil de fer. Puis on utilise la semence qui est non traitée pas d'insecticide dessus. C'est bol, ça dit que c'est quelque chose. Puis là, après ça, il n'y a plus rien après ça. Là. On peut pas arroser le champ pour tuer le ver fil de fer. Non, c'est l'année Non, prochaine. il n'y a rien à faire. de Ouais. semence, là. Sans embarquer dans le débat, hein, parce qu'on pourrait aller dans un débat déjà là, hein, je On va pense. tomber Mais, motif, je te le dis. ouais, ben, c'est ça. Là, d'ailleurs, c'est quoi, épisode 4 de Alex, de Christian, Diane et Ouais, Couture, de Diane je et pense. Couture, ouais. Vous aviez fait une belle intervention là-dessus qui Ben, était très intéressante, qui a explosé après ça sur Facebook, etc. Mais sans aller plus loin, là, ce que vous êtes en train de dire, c'est que il faudrait commencer à surveiller un peu plus le ver fil de fer, c'est ce que je Oui, comprends. Ça exact. peut commencer à être une Aussi. problématique. Est-ce que vous avez vu autre chose qui commence à être apparue? Moi, j'ai entendu parler d'altise, mais tu sais, Probablement dans le canola, l'altise un petit peu oui, plus. exact. Mais Ouais. cette année, en passant, le canola, les superficies sont en augmentation au Québec. Hein? Je ne sais pas pourquoi, le prix a doublé, mais bon. Le prix à la vente là, du canola, on s'entend. Mais il y a plus de superficie, fait que j'ai entendu du monde qui me parlait de l'altise dans le canola. Ouais. Ça, ouais. On n'a pas de canola ici, mais je pense que c'est vraiment un insecte problématique. Sinon, on voit la chrysomèle du haricot beaucoup dans le soya. La première génération est arrivée et elle commence à faire un petit peu de dommages. Sinon, comme Jean-François disait, la mouche du semis aussi, qu'on voit quand même pas mal dans le soya. De ton côté, Martin, as-tu vu des choses, toi? Non, moi, je n'ai pas remarqué ce côté-là. Là. OK. Parce que, Alex, tu es allé visiter un de mes champs, ici, en arrière du garage. Dans Oui. le sable, à l'autre bout, tu m'as dit que tu avais vu du maïs mangé par les vers fil de fer. Oui. Puis, dans ce même champ-là, j'ai Julien Saguet, entomologiste au sérum, qui est venu mettre des pièges à phéromones, des pièges à taupin pour capter l'adulte du ver fil de fer, qui s'appelle le taupin. Puis, il m'a envoyé une photo. En tout cas, il y avait des vers dans le plat, là, c'était pas des adultes. Là. Il y en avait un méchant paquet dans un verre, là, c'était fou raide. Fou raide. Fait que là, ça va être. Ce champ-là, ça fait une couple d'années là, qu'on le suit là, avec des pièges là, avec le Club agro-environnemental, entre autres, là, pour voir si on a des problèmes, savoir si on doit traiter ou non. Puis là, j'ai mis de la semence traitée parce qu'on n'avait pas le choix. Il y en avait trop l'année passée. Il y en a encore beaucoup cette année. Puis regarde, il s'en fait manger, puis la semence est quand même traitée. Fait que c'est peut-être un peu. Ça aurait été pas mal, probablement bien pire s'il n'était pas traité. Puis, tu sais, on a tout le temps entendu le ver fil de fer, t'as ça sur un retour de foin. Mais moi, mon père a vendu les vaches en 91. Fait qu'il n'y a pas eu de foin en arrière du garage depuis 91. Fait que là, c'est revenu en force, là. C'est ça. Et on en voit de plus en plus. L'année passée, Alex, tu avais fait de ressemer un champ de soya. Tu sais, le ver fil de fer, ça ne mange pas le soya. C'est pas toi, c'est un autre de tes collègues. C'est un collègue à gentil, mais oui, c'est ça. Ça l'a attaqué le soya. J'ai eu un champ de céréales. Le blé s'est tout fait manger dans ma parcelle que je faisais avec avec Francis Allard, là, qui travaille maintenant avec toi, Jean-François. Oui. Ouais, fait qu'on avait du blé de printemps qui avait été mangé au complet par le ver fil de fer. Cette année, il y a du maïs dans ce champ-là, encore du ver fil de fer, même si c'est traité. Fait que le traitement repousse un peu, mais ça n'empêche pas l'insecte d'aller piquer quand même la semence. Oui, ça l'étourdit, mais... Ouais. Ça l'étourdit, oui. Mais au moins, d'habitude, le maïs passe à travers. Oui. Mais là, vu qu'il fait froid, c'est peut-être un problématique aussi à ce niveau-là, vu que le maïs il passe moins vite, puis que le ver fil de fer est présent. Bien, le maïs, il y a peut-être moins de capacité de passer par-dessus. Au moins, le maïs, en général, ce qui était semé le 10 de mai, au moins, il est rendu à 6 feuilles là, autour de ça. Fait qu'il est rendu à 6 feuilles, il n'y a plus vraiment un gros problème. Là, mais, il vit ses racines. C'est ça, je veux un champ tantôt. Le maïs, c'est à 6 feuilles, mais ce qui a été attaqué par le ver fil de fer, il y a 4 feuilles qui sont mortes. Là. Il y a une petite feuille dans le cornet, lui, qui réussit à sortir, mais ce maïs-là, lui, ça va bien plus virer une mauvaise herbe que d'autres choses. Une question comme ça, le diamide ou le néonique, est-ce que c'est systémique dans la plante ou non? Ou c'est vraiment autour de la semence puis ça s'arrête là? Non, c'est systémique. OK. Parce qu'on s'entend qu'à mesure qu'elle plante, tu sais, à mesure qu'elle pousse,
les néoniques, c'était 250 microgrammes que dans un grain. Fait que, tu sais, rendu dans la plante, là, c'est rendu pas mal dilué. Là. Tu as assez pour le finir par à mesure que le maïs il pousse, à un moment donné, il reste que de moins en moins de produits là, parce qu'il y a plus de racines. Là. Oui, puis en plus, le produit il se dégrade aussi avec le temps. Là. Fait qu'en plus d'être dilué, il se dégrade. Fait qu'en général, les insecticides, fongicides, ça l'a. En tout cas, je me rappelle plus de mes notions au point de vue herbicide, mais quand tu parles d'une efficacité de 2 semaines, normalement, le produit, ça fait un job. Mais au-delà de 2 semaines, oui, il y a du produit encore qui existe dans la plante, mais il est beaucoup moins concentré. Oui. C'est ça. Là. C'est-à-dire, quand ton plein n'est pas bien long, il est plus concentré que quand il est rendu à 6-8 feuilles. Là. C'est ça. Ouais, puis il est tout frais aussi. Là, le produit se dégrade là, naturellement. Tout pesticide va se dégrader dans le sol. Là. On parle, ouais, c'est à peu près ça, 2-3 semaines là, qu'on disait que ça avait d'efficacité convenable. Oui. Si on parle des pucerons du soya chez la compagnie Syngenta, ils disaient que le traitement de Cruiser, le néonique, il pouvait être efficace. 60 jours, nous autres. C'est ça que j'avais dans la tête. Je suis content que tu le dises parce que je n'étais plus certain. Là. Mais ça pouvait être jusqu'à 60 jours pour cet insecte-là avec ce produit-là. Mais c'est ça. Mais tu sais, je pense que peut-être juste à apporter une nuance, parce que tu sais, je pense aux producteurs peut-être qui nous écoutent, qui sont dans d'autres régions aussi. Tu sais, je pense qu'il ne faut pas donner l'impression non plus que le ver de fil de fer est partout puis qu'il y en a partout. Là, parce que, tu sais, si je regarde dans la région que je couvre, tu sais, on a fait des pièges l'an dernier, puis, tu sais, honnêtement, j'en trouvais pas, là. Puis, tu sais, c'est très rare, là, que je me fais appeler pour un problème de ver fil de fer. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup aussi dans quelle région on se situe. Puis, c'est juste, ça serait faux de dire que le ver de fil de fer est un grand enjeu partout. Là. C'est vraiment pas le cas. Là. Je me fais jamais parler de ver fil de fer. Là. Puis on en retrouve très peu, à part dans des cas vraiment spécifiques. Là. Fait que, juste peut-être une petite nuance. Oui, bien, il vit dans des environnements quand même plus sableux. Là. Fait que ici, moi, au centre du Québec, là, j'ai quand même plusieurs lomes sableux et même sable. Là. On a des terres à patates. Là, puis c'est vrai, ça arrive nord. Puis, effectivement, il faut faire une nuance. Ouais. C'est bon de se rappeler de ces choses-là parce que dans mon ancienne vie, j'étais au niveau des pesticides, des herbicides. Puis ce que je me souviens quand même pas mal bien, c'est qu'à ce temps-ci d'année, quand les producteurs ils ont arrosé leur champ avec des pesticides, bien, quand le champ il était un petit peu moins beau, bien, c'était à cause du pesticide. Mais c'est juste se rappeler qu'il y a d'autres causes. Il y a le ver fil de fer, il y a la température froide aussi qu'on vient de vivre, qu'on voit qu'il y a du maïs mauve un peu partout. Fait que des fois, c'est juste de se mettre en tête des différentes causes que pourquoi le maïs peut avoir l'air un petit peu magané là, par moment. Nous, on n'a pas eu de gel cette année. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les 2 dernières années, on avait eu des bons gels. Ouais, le 28 mai, moi, j'avais eu le droit. Puis Cynthia, je me rappelle, à la fin de la tournée, tu présentais tout le temps des très belles photos de plants qui étaient quand même affectés. Mais là, on n'a vraiment pas eu de gel. Hein? Ou en tout cas, c'était de façon très isolée, si c'est le cas. Là. Moi, je n'ai pas entendu. Oui, on a eu une petite zone un matin là, qui a fait 0. Nous autres, à Saint-Léonard d'Aston, un semi-direct qu'un maïs s'est affaissé, mais c'est rien comparé aux 2 dernières années là, qu'on avait un gros gel. L'année passée, c'était le 28 mai, puis l'autre année d'avant, je pense que c'était le 2 juin. Là. Fait que, on a été il y en avait même eu dans certaines régions en répétition. Là. Ouais. Il y a des régions où c'était un premier gel, quelques jours après un autre gel. Fait que ça avait été tough. Mais là, une autre question aussi, parce que là, on est rendu dans les arrosages. Là, en tout cas, c'est ce que je voyais depuis la semaine dernière dans les commentaires, là, 1 semaine, 2 semaines. Là, avec encore une fois, vous allez me trouver tannant, mais avec les pluies à répétition, est-ce que ça peut causer des problématiques au niveau des arrosages, selon vous? Ou si on fait le bon timing, on est correct, est-ce qu'on pourrait avoir des problèmes Dans les arrosages, je pense que le secret, c'est qu'on ne sera jamais c'est beaucoup bien trop tôt que trop tard, finalement. Parce qu'un arrosage un petit peu trop tard, c'est soit que le maïs va avoir déjà subi trop de stress puis va avoir perdu déjà du rendement. Puis en plus, la mauvaise herbe est plus grosse, plus difficile à combattre. Donc, si on se retrouve avec des gros choux gras, des gros abutilons, mais on sait que ça prend des grosses doses de Roundup parce qu'il y a quand même beaucoup de calcium dans ces mauvaises herbes-là qui vont aller inactiver le Roundup. Fait que je pense ce qui est difficile en ce moment, c'est ceux qui attendaient de faire du post-levé. Là, ils vendent tout le temps, puis ils mouillent ils mouillent quand même beaucoup, ils vendent beaucoup. Par contre, le pré-levé, je pense en général, ça a très, très bien fonctionné, parce que le pré-levé, il s'en fait
pas énormément. Peut-être plus dans le soya IP puis un peu dans le maïs sucré, oui. Le maïs grain, je ne le sais plus. Je suis moins dans le milieu là, depuis une couple d'années. Fait que je ne suis plus certain, mais en tout cas, je sais que les prélevants, en général, ils ont très bien fonctionné. Mais là, c'est les postes levés. Puis là, ce qui est fatigant, c'est que les mauvaises herbes poussent, ils vendent, puis il pleut. Jean-François, le pré-semis incorporé, c'est une technique disparue? Il y en a encore qui le font, c'est parce que c'est de l'ouvrage, maudit, c'est ça l'affaire. Puis tu n'incorpores pas ça non plus avec un vibro que les dents sont à 15 pouces de chaque base. Ça n'incorpore pas, ça fait juste brasser. Ça fait une raie finalement. Ça fait des raies aux 15 pouces. Ça ne fonctionne pas. Ça prend quand même des bonnes pattes de doigts. Puis il faut incorporer pas trop creux non plus, parce que sinon tu vas diluer le produit sur une trop grande profondeur. Mais ceux qui incorporent en général, en tout cas, j'avais beaucoup moins de plaintes dans mon ancienne vie chez les producteurs qui incorporaient leur herbicide que ceux qui n'incorporaient pas. Mais cette année, pour moi, il ne devrait pas en avoir de plainte parce qu'avec les pluies qu'on a eues, avec l'humidité qu'il y a dans le sol, les produits qui ont été incorporés ou pas, je pense qu'ils fonctionnent très, très bien cette année. Ça, c'est mon avis personnel. Oui, non, ça fonctionne à merveille. J'en ai fait faire beaucoup quand même du prélevé, soit avec Acuron, exemple. Là, puis, ça a été merveilleux. Les repousse absolument rien. Là, on est sur l'asphalte complètement. De l'incorporer, Christian, il s'en fait moins, mais quand il s'en faisait, c'était surtout du dual qu'on incorporait pour le soucher et tout ça. À cette heure, quand même, il existe d'autres produits. Dans le soya, on va mettre du classique en poste levé pour le soucher. Dans le maïs, il y a le permit. Il y a quand même des produits qu'on est capable d'aller attaquer le tubercule du souchet sans avoir incorporé le pesticide. Fait que, cette année, les herbicides travaillent très bien, même trop bien. Trop bien dans le sens que ça crée des stress dans le maïs. Tu sais, les années que c'est super sec, qu'il fait chaud, la plante se forme une cuticule à la surface de sa feuille pour se protéger un peu du soleil, mais ça l'empêche le pesticide de bien travailler puis d'attaquer la mauvaise herbe puis de stresser le maïs. Mais cette année, il n'y en a pas de cuticule. Il mouille un peu tout le temps, il y a des nuages, c'est frais. La plante est tendre, c'est comme de la salade. Fait que tu arroses avec, exemple, Halex, mais crime, tu vois des stress que tu n'as jamais vus. Fait que faut quand même faire attention aux doses qu'on va mettre cette année, puis aux surfactants qu'on va ajouter. Là, des fois, il y a de la prêche, je vais ajouter du Xyamiter, je vais ajouter différents produits. Le va-pédale un peu là-dessus, là, parce que ça stresse énormément les cultures. Là. Puis c'est vrai que cette année, on voit beaucoup de maïs blanc. Oui. Le croisage de roseuse, d'après moi, avec du Helix. Ben, c'est le Calisto en général. Le Calisto, il y en a dans l'Acuron, il y en a dans les Lex, il y en a dans le Destra. Ce groupe de pesticides-là va enlever la chlorophylle de la plante. Fait que tu vas voir du moment qu'il y a un croisement d'arroseuse ou quand l'arroseuse vire au bout, ben, la rampe qui est à l'intérieur, ben, on va mettre 4 fois la dose. Là. Fait que tu vas tout le temps voir un petit rond blanc à cet endroit-là. Tu as les vios et les converges aussi dans une famille. Oui, exact. OK. Jean-Philippe, est-ce que ça fait pas mal le tour à venir jusqu'à date? À 85-90 %, j'aurais quand même une question. Parce que là, à vous écouter parler, on a quand même un début de saison presque parfait. Là, tout, c'est merveilleux. Fait que là, à moi, vous écoutez, je suis convaincu qu'on a des rendements records cette année. C'est quoi votre lecture par rapport à ça? Puis, je vous avais envoyé un courriel, on va le dire à tout le monde. J'avais un courriel, puis j'allais poser la question, mais puis je le sais qu'à ce moment-ci de la saison, c'est comme prendre un jeu de dard et tirer une fléchette à 20 pieds. Là, il peut arriver tellement de choses sur les récoltes que. Mais si on regarde le début de saison qu'on a, on est quand même sur un axe pour avoir des excellents rendements. Si la météo est de la partie, évidemment, au cours des prochaines semaines, est-ce que je me trompe ou c'est quoi que vous avez comme lecture de votre côté par rapport à ça? Ben, au niveau du soya, je me prononcerai jamais. Sage décision. Il peut être beau, il peut être laid. T'as aucune idée, c'est quand la gousse va se remplir à la fin d'août, début septembre. C'est là que ça va se passer. Fait que ça, peu importe la population ou la beauté de ton soya, ça ne change rien. Le maïs, c'est sûr que la population, c'est un nombre de grains fois un nombre de plants à l'arbre, fois un poids par grain qui fait le rendement. On est vraiment bien parti parce que la population est là, on a 6 métaux. Là, il est en train de déterminer le nombre de rangées qu'il va faire. J'aime pas voir du maïs mauve ou jaune dans une période où ce qui est en train de déterminer son rendement. Là. Fait que c'est ça qu'on va voir un petit peu plus tard, là, à quelle vitesse il va se remettre un peu du stress qu'il est en train de vivre là, depuis une semaine. Là.
Je suis assez d'accord, là, moi aussi, au niveau du maïs. Là, je pense qu'effectivement, c'est vraiment bien parti. Là, on le sait, là, l'émergence, c'est vraiment important, là, l'uniformité là, dans le futur de la saison. Fait que, tu sais, évidemment, il peut se passer plein de choses. Là, puis, bon, tu sais, évidemment, en Montérégie, je peux pas dire que j'ai autant peut-être de maïs mauve. Là, fait que présentement, on n'a pas du maïs qui est particulièrement stressé. Il y a pas mal tout pour lui. Là. Fait que, tu sais, si on vient qu'à avoir un peu plus de chaleur, je vois comme pas présentement, tu sais, il y a rien qui joue contre lui pour le moment. Là. Ouais, au niveau du maïs, la couleur qu'il soit mauve en ce moment, moi, c'est pas vraiment un gros problème, d'après moi, parce qu'il faut autant de chlorophylle. C'est juste que les pigments mauves, l'anthocyanes, sont formés quand il fait plus froid. Tu as des hybrides de maïs qui ont plus de gènes pour cette coloration-là, justement. Fait que à ce niveau-là, moi, ça ne m'inquiète pas du tout. C'est drôle, j'ai été voir une parcelle avant hier, puis c'était assez flagrant au niveau génétique. Là. J'avais un hybride qui était vert, un petit peu pâlotte, puis à côté, là, c'était mauve. Là. Je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Fait que je me suis remis dans mes vieux papiers, mes vieilles études, puis j'ai regardé ça comme faux, puis c'est pas quelque chose qui est stressant à ce temps-ci. C'est pas relié à un symptôme de carence de phosphore comme tel, parce que le système racinaire est super beau. Là. C'est pas alarmant de ce côté-là. Puis au niveau du soya, c'est vrai, moi, je suis pleinement d'accord avec notre confrère. On ne se prononce pas trop sur le soya. Par contre, moi, ce que je me dis, un champ de soya, plus il est beau, plus les rangs sont fermés, puis plus le prix est élevé, bien, plus il faut penser à le protéger, ce soya-là. Mon ancienne vie de vendeur de pesticides, là, qui est encore en moi un peu, là, mais du soya à 400, 500 piastres, 550, 600 piastres la tonne, je pense que ça s'est rendu combien, le soya? Là? C'est rendu à 700. 700. C'est ça. Hey, moi, un beau Spot, champ de tu joues soya, autour là, de 800. excuse-moi, les compagnies de pesticides vont peut-être m'aimer, mais en tout cas, moi, je pense que c'est un no-brainer. Tu protèges ton investissement. Tu baisses ta rampe, tu mets 20 gallons à l'eau, tu mets du produit, tu veux qu'il se rende aux fleurs en bas. Protège ton champ. Moi, en tout cas, je l'ai dans le cœur encore. Parlant de ton ancienne vie, on avait fait un test ensemble. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Oui. Puis le soya sur soya, c'est peut-être la variété, mais il y avait un champ qui était en deuxième année de soya. Il y avait eu une bonne augmentation de rendement. Puis le pire, c'est qu'il n'y avait pas de l'air malade pantoute, mais les têtes, c'était pas fini parce qu'il n'avait pas été traité. C'est ça. Le soya, tu vas chercher 1, 2, 3 gousses de plus. Ça paraît pas bien à l'œil, là. Mais sur le rendement, ça paraît beaucoup. Là. Fois 140 000, mettons, tu as semé 140 000 là-dedans. C'est ça. C'est ça. Une gousse de plus par plant, tu n'es pas loin du 100 kg à l'autre. Mm-hmm. Tu sais? C'est que la gousse est importante. Fait qu'un petit coup de fongicide pour protéger une coupe de gousse, ça peut valoir la peine. Là. Je ne dis pas quand il était à 300$ la tonne, là, mais là, avec la qualité de produit qu'il y a sur le marché en ce moment, le prix du soya, je pense que c'est quelque chose qu'il faut penser comme il faut. Ouais. Quelqu'un m'avait déjà dit, si tu fais du soya, tu sèmes un seigle, puis tu sèmes ton soya dans le seigle vivant, alors tu n'as pas besoin de fongicide, là, ça va être une belle année. Puis moi, ce soya-là, il était en SVC dans le seigle. Il y avait eu une augmentation de rendement pareil. Ah, bon. Parce que c'est pas juste le sclérotinia que ça protège. Tu as bien d'autres maladies foliaires. Ben oui. Ouais, mais c'est un traitement à deux, parce que c'est un produit qui avait été fourni pour faire un test cette fois-là. Là. C'était deux produits différents à deux stades différents, là, on s'entend. Là. Oui. Parce qu'on parle beaucoup de la sclérotinia, mais il y a aussi le fameux Phomopsis on n'entend pas beaucoup parler, mais c'est très présent, le Phomopsis. On n'entend pas beaucoup parler. Il n'y a pas beaucoup de produits homologués parce qu'en Ontario, ce n'est pas une grosse problématique. Fait que les compagnies ne dépensent pas beaucoup d'argent de recherche là-dessus. Mais au Québec, on peut dire quasiment à tous les années, on a du Phomopsis là, dans beaucoup de champs. Puis il y a des produits qui ne sont pas homologués là-dessus, mais qui sont très, très efficaces sur cette maladie-là. Mais ce n'est pas tous les produits qui sont efficaces là-dessus. Fait que ça, il faut se renseigner avec les fournisseurs de produits. Là. Mais ça peut valoir la peine. Parfait. Martin, t'avais-tu quoi à rajouter de ton bord? Non, on a fait le tour, puis côté rendement, on va suivre la météo, là, pour voir qu'est-ce qui peut influencer, parce que moi, je ne me prononce pas côté rendement au mois de juin. C'est un peu trop tôt.
Oh, oui, oui. C'est sage. Juste par curiosité, parce que là, tu sais, en ce moment, Alex est centre du Québec. Cynthia, toi, tu es plus Montérégie, Montérégie Centre-Sud que j'appelle là, souvent. Toi, tu es plus Saint-Hyacinthe, Jean-François. Toi, tu es Rive-Nord, mais du côté de la Rive-Nord, on n'a pas eu beaucoup de commentaires. T'as-tu observé un peu quand même dans ta région qu'est-ce qui se passait dans le coin d'Yamaché jusqu'à date ou tu as regardé plus tes champs, puis tu as regardé, mais ça s'annonce-tu bien dans ta région jusqu'à date ou à ton avis? Ben, je pense qu'il a été semé dans la belle période avant le 15 de mai devrait être bon. Les champs qui se drainent pas bien avec la pluie qu'on a eue présentement, là, jusqu'à quel point ça peut impacter les cultures, là, je suis pas expert, mais c'est sûr qu'il va y avoir des pertes là. Puis les arrosages, ben là, ceux qui sont pas faits, quand ils vont y aller, là, ils annoncent 2 semaines de pluie. Fait que c'est sûr que les mauvaises herbes vont prendre le dessus là, dans certains champs. Les terres sur le bord du fleuve viennent d'être semées aussi. Là. Le fleuve a monté chez Christian, il a monté sur notre bord aussi. Là. Ceux qui ont des terres là, ils viennent des semer puis ils n'ont pas semé au complet. Là. Il va y avoir des pertes là aussi, c'est certain. Ben, je pense que ça inonde un peu plus chez nous parce que si tu regardes le globe, ça coule plus chez. Non, c'est pas vrai. Commence pas avec tes théories, là. Je ne peux pas t'astiner, Ben j'ai non, pas la de terre terre. est plate, la terre est plate. Non, c'est pas vrai. OK, hey, en finissant, on va faire un pool. Vous allez guesser une date où ce que les rangs de maïs vont se fermer. On va revenir au prochain live avec ça. Là. On ne veut pas savoir qui va avoir les rangs fermés en premier. Mais vous promenez dans votre région, puis mettons que vous dites le 26 juin, je suis pas mal certain que m'en va voir des rangs fermés dans mon coin. Si vous envoyez un le 24, prenez une photo, puis vous la publierez sur la page de la tournée. Je ne sais pas si on a-tu accès? Oui, on peut faire OK. quelque chose avec ça. Parfait. Fait que, allez-y avec une date. Vous ne perdrez pas votre chemise avec ça. Là. On fait ça pour le fun. Là. Parce que moi, à venir jusqu'à date, la manière que mon maïs va, je suis pas mal convaincu que entre la Saint-Jean et la Confédération, les rangs vont se fermer. Là, tu parles du maïs au 30 pouces, là, parce qu'il y a du monde qui sème au 20 pouces. Oui, t'as raison. On prend le maïs au 30 pouces, on oublie les rangs jumelés, on oublie le 20 pouces. Moi, le 23 juin, Christian, on a notre premier maïs fermé à Baie-du-Fèvre. À Baie-du-Fèvre? Oui. Parfait. Mais là, quand on parle de fermeture des rangs, on parle que les feuilles se touchent. Ben, si je me couche là, entre les deux rangs, tu ne me verras pas. Là. OK, on parle d'une fermeture complète des rangs. Ben, OK, ouais, OK. mais... Ben, au moins que les feuilles se commencent à s'entrecroiser. Là. Ouais. OK. Parce Ça? qu'on n'est pas si loin à des places déjà, là. Fait que c'est pour ça, la nuance est importante. OK. Fait que, toi, Cynthia, dans ton coin, quelle date que tu guesserais? Ben, moi, je dirais pas en fin de semaine, l'autre d'après. OK. Veux-tu un agenda? OK. On va dire, OK, la fin de semaine, ça veut dire que tu as besoin de date, pas Le cette fin de 17-18. semaine. Moi, Ouais. 17, 18, 19. Je suis une personne optimiste. Quand même, je veux des photos. Mais là, c'est ça le problème, c'est que là, ça veut dire que tu vas aller dans le champ le 18, 19, là. Ben oui. Non. Je vais t'envoyer ça le lundi suivant, sans faute. Là, c'est des photos de cette année, là. Hein? OK, tu connais ces trucs. Good. Ah, moi, je vais y aller, mon Dieu, regarde, 26. 26 juin. Ouais. Parfait. En espérant me tromper. Martin? Là, tu parles-tu de chez nous qui a été semé tard ou dans la région en général? Là, il va y avoir une distinction. Hein. Ouais, On peut. Ben, Tu guesses une date, puis cette date-là, là, commence à te promener. Mettons 2 jours avant, là, commence à te promener. on va y aller 28 juin. 28 juin. Moi, je vais embarquer, là. Ouais, c'est ça, moi, je vais embarquer, je vais surveiller le champ à côté de chez nous. Moi, je te mets le 4th of July. Ah, Annick, elle nous a dit le 22 juin. Dans le 27.
OK. Ah, là, on a du monde qui ont guessé des dates. Oui, C'est Dave bon. Ruffer à Saint-Guillaume, C'est une bonne 27. idée, ça. OK, parfait. Fait que Tu prends moi, note, là? j'y vais On aussi. gagne quoi, Christian? Hein? Qu'est-ce qu'on gagne? Je sais pas, là. Ben, Je sais pas. une casquette des podcasts, la C'est bière. ça que j'allais dire. Il doit t'en rester une parce que t'es supposé m'en avoir gardé une. Il en Moi, j'en reste ai gardé qu'une. une, je l'ai. Ouais, ben là, tu peux l'offrir au gagnant. Il y en a des nouvelles qui s'en viennent. Moi, je vais y aller avec le 24 juin, tiens. Une journée après Alex. Puis sa photo, il va la prendre dans mon champ. J'espère. Good. Fait que je vais prendre ça en note pour le fun, là. Dave Ruffer, le 27 juin. Puis Annick Bussière, le 22 juin. Annick, tu es de où, toi? Annick, elle travaille avec nous sur la Rive-Nord. Elle a repris une portion de l'agence de Frigon. OK, c'est de la nouvelle représentante. Oui. OK, parfait. Elle est à Saint-Justin. OK, ouais, OK, c'est bon. Parfait. Fait que, on a toutes les dates. Le mois prochain, ça va être. Il y a moi, Jean-Philippe, qui va être là. On va avoir 4 autres invités qui vont être là. Premier mercredi du mois, tu vas être là, Jean-Philippe. Tu ne seras pas parti à la pêche. Le premier du mois? Oui, le premier mercredi du mois, au mois de juillet. Ah, phew! OK, oui, le premier du mois. Mais non, je vais être là, c'est sûr, on l'a retenu. Là, c'était le premier mercredi, effectivement. Donc, le 6 juillet prochain, ça va être le prochain live. Je suis à la pêche, moi. Donc, Le pire, c'est que je ne sais pas. Ouais. le 6 juillet prochain, prochain live, on va parler du mois de juin. Puis on va revenir avec vos résultats pour la fermeture des rangs. C'est bon. Tu noteras Yannick Beauchemin, 24 juin, comme toi. Yes, sir. Yannick Beauchemin, 24 juin. Tigidou. Fait que, sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir été là jusqu'à la fin parce qu'on a eu quand même pas mal. Moi, j'ai le nombre de personnes là, dans le coin de l'écran. On a eu quand même pas mal de visionnements, que j'ai trouvé ça vraiment plaisant de voir autant de monde. Et puis, sur ce, je vous dis. Moi, Christian, là, ceux qui visionnent en ce moment et qui ne répondent pas au questionnaire à chaque semaine, là, vous prenez 2 secondes, vous téléchargez l'application mobile de GrainWiz, puis vous vous inscrivez pour venir participer. Plus on est, plus on a des bons résultats, plus on a des bonnes observations, puis plus on fait grossir cette patente-là. Je pense que c'est un beau projet, honnêtement. Là, ça fait 4 ans. Puis... Donc, on a besoin de tout le monde. Donc, inscrivez-vous. Ça serait vraiment apprécié. Donc là, c'était mon dernier mot. Good. Excellent. Donc, un gros merci à Martin Lamy de la ferme Jodani à Yamachiche. Merci à Cynthia Lajoie de Carteva Pioneer. Ou juste Carteva, toi? Comment je dirais ça? J'ai pas le bon polo, mais non, moi, je m'occupe exclusivement de Pioneer. OK, parfait. Merci à Jean-François de Semence Pride. Yeah. Merci à Alexandre, mon ami, mon représentant, mon vendeur, il me propose des herbicides, mais il ne m'y vend pas. Non, je ne les vends pas. Je vais juste les recommander. Comme l'ordre veut. Et un gros merci à toi, Jean-Philippe, puis on se dit à la prochaine, tout le monde. Un plaisir. Yes, merci à vous autres. OK, à la prochaine. Merci Bye-bye. de l'invitation. Bye-bye. Merci.